Martin Papillon est professeur agrégé en sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous intéressez à la question de la participation autochtone dans la gestion des ressources naturelles au Canada. Et au cœur de cette affaire, c'est Coastal GasLink. Bien sûr, ce grand projet de gaz naturel de 6,5 milliards de dollars. Comment ça se passe, l'élaboration de projets comme celui de Coastal GasLink? Bien, c'est un processus qui est très long. Le processus dure plusieurs années et donc le processus d'approbation de ce projet-là passe par plusieurs étapes. Dans ce cas-ci, c'est un projet qui relève de la compétence de la Colombie-Britannique. Donc, c'est un projet c'est une approbation qui relève de la province. Il y a un processus d'évaluation des impacts d'un projet. Il y a un processus aussi de consultation avec les nations autochtones. Et en parallèle à ça, maintenant, de plus en plus, les compagnies minières, mais aussi pétrolières, ou qui construisent des oléoducs comme ça, des infrastructures, vont négocier des ententes avec les communautés autochtones, des ententes sur le partage des bénéfices, des revenus qui sont générés par ces infrastructures. Et ces ententes-là, bien, dans le cas qui nous intéresse ici, c'est ces ententes-là un peu qui sont à la source, si on veut, de la controverse, puisque... Parce qu'il y a des ententes. Bien, c'est ça. Il y a des ententes qui ont été négociées avec les conseils de bande, y compris les conseils de bande de la nation Wet'suwet'en. Et par contre, les chefs traditionnalistes de la nation s'opposent à ces ententes-là, s'opposent à l'approbation du projet finalement. Et s'opposent depuis longtemps. Ça fait longtemps que les chefs héréditaires expriment de l'opposition à ce projet-là. Ça fait à peu près une décennie. Tout à fait. Il n'y a rien de nouveau dans ça. La compagnie le savait, le promoteur du projet le savait, le sait depuis longtemps. D'ailleurs, les documents publics là, en lien avec le processus d'évaluation du projet, on le voit très bien. Les chefs traditionnels ont manifesté leur opposition à la trajectoire qui était proposée. On proposait un autre trajet pour le gazoduc. Donc, ils s'opposent depuis longtemps. Donc, c'est pas nouveau. Le gouvernement de la Colombie-Britannique le savait aussi. Donc, on a pris un risque en quelque part en allant de l'avant malgré cette opposition-là. Et donc, TC Energy, anciennement TransCanada, a proposé d'ailleurs un compromis, c'est-à-dire de déplacer le tracé de 3 à 5 kilomètres du centre de guérison Unistoten, le lieu de contestation principal des manifestants en Colombie-Britannique. Oui, c'est ça. Alors, en fait, les chefs héréditaires ont proposé une trajectoire alternative qui va un peu plus au nord. Oui. Et la compagnie a rejeté cette proposition-là. En disant que c'est pas rentable. C'est pas rentable. Voilà, le coût serait trop élevé. Il parlait d'un coût de 600 à 800 millions supplémentaires. Et là, ils ont fait une contre-proposition. Il n'y a pas eu d'écho de la part des chefs traditionnels dans ce cas-là. Est-ce que les choses, dans ce cas-ci, ne se sont pas bien faites ou est-ce qu'on doit repenser ce type de négociation avec les communautés autochtones? Bien, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que les choses se sont pas bien faites au sens où la compagnie, il y a toujours une question de gestion du risque dans ces choses-là, et la compagnie a choisi de prendre le risque d'aller de l'avant malgré la possibilité qu'il y ait des contestations du projet, y compris des contestations au niveau judiciaire. On négocie ces ententes-là avec les nations autochtones parce qu'on veut minimiser le risque financier. Oui. Et là, on a calculé que avec ces ententes-là, c'était suffisant. De toute évidence, ce n'était pas le cas. Il faut mieux faire les choses, c'est évident. Il faut s'assurer que lorsque ces ententes-là sont négociées, qu'elles soient négociées en bonne et due forme avec les personnes qui ont l'autorité non seulement légale, mais aussi morale dans la communauté pour donner son accord. Et là, ici, ce n'était pas le cas. On comprend qu'il y a des intérêts divergents à l'intérieur de la communauté. Tout à fait. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut aller beaucoup plus profondément dans la communauté pour que ces négociations-là fonctionnent jusqu'au bout? Bien, il y a ça d'une part, mais il y a aussi l'autre aspect qui est les gouvernements, dans ce cas-ci le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui compte un peu sur ces ententes-là négociées en privé pour donner une légitimité, pour autoriser, si on veut, le projet. Alors que, dans le fond, la décision d'autoriser le projet devrait relever, à mon avis, et c'est l'avis des Autochtones qui manifestent, devrait relever d'une codécision entre les autorités canadiennes compétentes, dans ce cas-ci la province, et les autorités autochtones qui revendiquent de façon légitime une autorité sur le territoire contesté. Alors, ça prend des mécanismes de codécision qui, présentement, n'existent pas au Canada. Quels sont les droits des Autochtones en matière d'exploitation des ressources sur leur territoire? Bien, la Cour suprême a reconnu, entre autres, dans l'arrêt Delgamo, qui concerne précisément le territoire en question, reconnu que les systèmes de gouvernance traditionnels autochtones avaient des droits ou avaient, à
tout le moins un droit de regard sur ce qui se passait sur leur territoire. Donc, le droit canadien reconnaît effectivement, d'une part, une obligation de consulter les Autochtones concernés, mais dans certains cas, lorsqu'il y a un titre ancestral qui est en jeu, une obligation d'obtenir le consentement des nations autochtones. Là, en ce moment, il n'y a pas de titre ancestral qui a été reconnu, mais il y a de fortes possibilités qu'effectivement ce titre ancestral existe. Il n'est pas reconnu en droit. Mais qui a préséance? Est-ce que c'est ce droit dont vous parlez ou, au bout du compte, les compagnies minières, les compagnies pétrolières ont souvent le dernier mot? En pratique, évidemment, l'intérêt économique tend à primer. Ceci dit, on s'entend bien qu'au Canada, par exemple, le gouvernement fédéral, mais aussi le gouvernement de la Colombie-Britannique, qui vient d'adopter une loi pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Cette déclaration-là prévoit que dans les cas comme ça, les gouvernements doivent consulter en vue d'obtenir le consentement des Autochtones. Hein? Donc, si on est conséquent avec nos engagements internationaux, si on est conséquent en matière de réconciliation avec les peuples autochtones, qui est une priorité du gouvernement, eh bien, normalement, l'équilibre devrait se faire entre les intérêts économiques et les intérêts autochtones. Et là, jusqu'à maintenant, disons que c'est plutôt les intérêts économiques qui ont tendance à primer de façon assez systématique, je dirais. Martin Papillon, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Université de Montréal. Merci pour ces explications ce soir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.